Verdon, qui est anesthésiste réanimateur à Paris, à la PHP. J'ai oublié l'hôpital, désolé. Qui est également surtout président du syndicat national des jeunes anesthésistes réanimateurs, donc le SNJAR, donc qui co-organise avec le groupe Jeunes de l'ASFAR et avec l'AJAR France cette belle journée, enfin double journée. Et donc Franck va nous parler de médecine périopératoire, qui est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et c'est très bien qu'on s'y intéresse. À toi. Merci. Bonjour à tous. La question qu'on m'a demandé de traiter était la place d'anesthésiste, est-elle réellement au bloc opératoire? Alors avant de commencer, je voudrais savoir un petit peu dans quelle salle je me situe. Est-ce que vous êtes plutôt oui, les anesthésistes réanimateurs doivent être au bloc opératoire, ou vous êtes plutôt non, les anesthésistes réanimateurs ne doivent pas être au bloc opératoire? Vous êtes de ceux qui sont oui, levez la main. Les anesthésistes doivent être au bloc opératoire. Pas mal. Et non? Pas beaucoup. Bon, il n'y a pas beaucoup de dogmatiques. On va essayer d'en discuter. Alors, je pense qu'avant de s'intéresser à la réponse à cette question, il faut un petit peu se situer dans l'histoire de l'anesthésie réanimation. Comment était l'anesthésiste réanimateur il y a quelques années? L'anesthésiste réanimateur, il était premièrement au SAMU. Je rappelle que le SAMU est une création d'anesthésiste réanimateur, et même de Toulousain pour être très exact. J'aurais préféré que ce soit un Parisien, mais c'était un Toulousain. L'anesthésiste réanimateur, il était également aux urgences, il était à la régulation, il était dans les services de chirurgie, il était au bloc opératoire, et puis il était également, un peu plus tardivement, en réanimation à partir des années 50, quand ça commençait à se construire. Voilà. Et puis, un dernier service dans lequel il participait, c'est les services de douleur. Donc l'anesthésiste réanimateur était présent hier dans tous ces services-là, et je pense que vous vous rendez compte que l'anesthésiste réanimateur aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. L'anesthésiste réanimateur aujourd'hui, il s'est complètement recentré sur le bloc opératoire, et on va rajouter, puisqu'on est quand même anesthésiste réanimateur, sur la réanimation. Mais il s'est concentré sur tous ces services, sur ces deux services-là, et il a abandonné le SAMU, il a quasiment abandonné la douleur, et il a abandonné les services de chirurgie. Alors, pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'en réalité, notre métier doit se recentrer sur le bloc opératoire? Je n'ai pas forcément envie de répondre oui, mais c'est surtout à cause de deux raisons. La première, c'est l'activité opératoire et les patients. La deuxième, c'est le personnel qui réalise l'anesthésie, et en particulier la démographie de ce personnel. Donc, l'activité opératoire, elle a flambé. Alors là, je présente des données qui sont des données françaises, qui remontent assez loin, parce que les premières sont de 1980. Dans la majorité des cas, ça a été sponsorisé par l'ASFAR. Et on se rend compte que l'activité anesthésique a en gros triplé au cours des 30 dernières années. On est passé de 3 millions d'actes en globalité en 1980 à actuellement plutôt 12 millions d'actes. Donc on a triplé, quadruplé notre activité d'anesthésie, en particulier en chirurgie. Et avec le développement de toutes les techniques micro-invasives, ça ne fait que croître. Donc il y a une activité qui est franchement augmentée, qui a fait qu'on a besoin de recentrer les anesthésistes sur le bloc opératoire. Il y a également les patients. Et les patients ne font également que croître, dans le sens où 30%, on considère que 30% de notre activité d'anesthésie est liée aux patients âgés de plus de 60 ans. Eh bien, cette population, elle est amenée également à croître, puisqu'actuellement, on considère que dans le monde, selon les données de l'OMS, on a environ 500 millions de patients actuellement âgés de plus de 60 ans. Et puis, on considère qu'en 2030, on sera à 1 milliard de patients âgés, et en 2050, 1,5 milliard. Donc, la population des patients qu'on va devoir admettre ou prendre en charge est également en train d'exploser. Tout ça nous fait dire également qu'il faut se recentrer sur le bloc opératoire. Et troisième élément, les patients que nous prenons en charge sont de plus en plus graves. Les patients, puisqu'ils sont plus âgés, puisqu'ils ont plus de comorbidités, on ose aller plus loin et on opère, par exemple, de plus en plus de patients qui sont à ASA 3 ou 4. Donc il y a besoin de ces anesthésistes au bloc opératoire. Vous voyez qu'en 1980 versus 1996, donc ça a quand même des études qui remontent, ça ne fait a priori qu'augmenter de ce qu'on voit. On passe de 5% de patients ASA 3, ASA 4 en 1980 à 10% en 1996. Donc, il y a une population qui croît, il y a des nombres d'actes et des indications qui croissent, des patients qui sont de plus en plus lourds. Donc, si on regarde ça, j'ai envie de dire qu'il faut que l'anesthésiste reste au bloc opératoire. D'autant que sur le plan démographique, les anesthésistes réanimateurs n'ont pas fait que croître en parallèle. Alors, vous voyez tout en haut à gauche
tout en haut à droite, pardon, la démographie des anesthésistes réanimateurs selon l'atlas démographique du Conseil national de l'ordre des médecins, vous voyez que c'est une grosse tourelle avec en haut un énorme obus. C'est l'obus des gens de plus de 55 ou 60 ans. Bref, mais en dessous, tout le reste, vous voyez qu'il y a une démographie qui est restée plutôt faible de nos blocs. C'est assez lié au numerus clausus, qui a été une politique qui a été introduite dans les années 70 pour essayer de limiter, alors c'est la réflexion particulière, on en bénéficie maintenant, l'objectif a été de diminuer le nombre de médecins et donc en pensant diminuer le nombre d'actes, on voit que ça n'a pas été tout à fait le cas. Mais actuellement, on est en train de remonter au taux d'étudiants qui rentrent en médecine qui est similaire à celui des années 70. Donc on est passé de 9 000 à 9 000 en passant par un creux à 3 000. Troisième élément à prendre en compte, c'est la loi. Alors je dis la loi, c'est exagéré parce qu'en réalité il n'y a pas de loi, mais il y a des recommandations et puis le risque c'est quand même un jour ou l'autre de risquer la tôle. Donc on ne veut pas risquer la tôle et pour éviter la tôle, il faut globalement retenir qu'il faut un NS6 pour 2 salles. Alors comment est-ce qu'on a défini qu'il fallait un NS6 pour 2 salles? Il y a des études statistiques, je n'ai rien compris. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on évalue le temps pour un anesthésiste, où il va avoir à gérer de manière simultanée 2 événements, donc simultanés, donc typiquement ça peut être 2 inductions, 2 chocs hémorragiques au même moment, 2 péridurales à poser au même moment, 2 césariennes à poser au même moment. On considère que ce risque-là est évalué. En gros, si on fait un NS6 pour 2 salles, il y a 30% de son temps où il va devoir gérer 2 événements au même moment. Et on considère que ce risque-là est un risque qu'on peut prendre. Mais si on passe à un NS6 pour 3 salles, par exemple, le risque il est à 100%. Donc quasiment 100% du temps, si on est un NS6 sur 3 salles, il va y avoir 3 événements simultanés. Il va y avoir des événements simultanés qui vont faire que l'ANS6 ne pourra pas gérer tous ces événements. Donc on considère, pour la sécurité du patient, qu'il faut un anesthésiste pour 2 salles. Donc si on prend ces données-là, les patients, les données démographiques et la loi, j'ai envie de dire, dans l'état actuel des choses, l'ANS6 doit rester au bloc opératoire. Est-ce qu'il y a des bénéfices à ça? Parce que là, c'est très bien. On a vu, on est obligé un peu de fait de rester au bloc opératoire. Est-ce qu'il y a des bénéfices à rester au bloc opératoire? Le premier bénéfice, il semble majeur. Personne ne pourra faire mieux. C'est la diminution de la mortalité. Depuis que les anesthésistes réanimateurs sont au bloc opératoire, la mortalité elle a été divisée par 100. Si on considère que les premières anesthésies, c'est à la fin du 19e siècle. Donc on opérait les gens avec un petit peu d'éther, de chloroforme, etc. C'était la première anesthésie inhalée. Ça ne marchait pas top lorsqu'on avait des problèmes de ventilation, parce qu'on ne savait pas intuber ni ventiler. Mais il y avait cette technique-là. Puis on a divisé par 10 entre la fin du 19e siècle et les années 60, quand commence à apparaître la ventilation mécanique et tous les anesthésiques intraveineux. Puis après, on a encore divisé par 10 la mortalité, puisqu'on est quasiment actuellement à un accident grave, toutes les 200 000 interventions, jusqu'à toutes les 400 000 interventions en fonction du type de patient. Donc on est arrivé à un niveau de risque qui est quasiment égal à celui des centrales nucléaires, comme on dit habituellement. Bref, un niveau de risque directement attribué à l'anesthésie qui est ultra faible. Et ça, on a réussi parce que les anesthésistes réanimateurs sont présents au bloc opératoire. Ils sont présents au bloc opératoire et ça leur permet de développer un certain nombre d'éléments. Et en particulier, ça a permis d'intégrer le monitoring qui ne fait qu'exploser. À partir des années 80, si la mortalité a pu encore être diminuée par 10, c'est aussi parce qu'il y a des appareils de monitorage type le saturomètre qui ont été intégrés dans les blocs opératoires. Alors, vous avez tous, je pense, dans vos services, un PH qui a connu la période sans saturomètre. Bon, ça remonte à quand même 40 ans quasiment. Mais vous avez peut-être tous connu ça, mais moi je faisais ça juste avec les lèvres bleues, je savais qu'il désaturait et tout. Regardez-vous à la clinique, c'est génial, c'est pour ça qu'il faut être au bloc opératoire, ne sortez jamais de la salle, prenez les tensions, c'est super important, toutes les 10 minutes ça vous permet de visualiser le patient, etc. Ça, je suis sûr que vous l'avez, chez vous, dans vos services. Mais c'est une réalité, l'intégration de ces monitorings, et en particulier les saturomètres, les capnos, etc., ont permis de diminuer l'incidence des événements indésirables liés à l'anesthésie. Puis vous voyez que l'industrie s'est engouffrée dedans, puisqu'elle pense que d'ailleurs ça va ne faire que croître. On voit tous apparaître dans les blocs opératoires 1, 2, 3, 4, 5 appareils de monitorage différents pour essayer de monitorer progressivement. On monitore le BIS, on monitore la volémie, on monitore le débit cardiaque, on monitore la température, on monitore la curarisation, on monitore tout. Pour l'instant, rien n'est vraiment intégré, mais on monitore tout et puis ça va ne faire que croître. Et ça, c'est grâce à la présence d'anesthésistes réanimateurs au bloc opératoire. Deuxième chose, c'est l'optimisation clinique. C'est parce que les anesthésistes réanimateurs sont présents au bloc opératoire qu'on peut optimiser. Et là, ici, je vous présente des études qui sont
françaises, purement françaises, des 3 dernières années, et qui sont anesthésiques françaises dans des journaux de bonne qualité. Alors on peut citer un certain nombre d'équipes, il y a des équipes parisiennes, avec l'étude de l'intérêt de la manœuvre de Selick pour l'anesthésie dans la chirurgie en contexte d'urgence. J'avoue que le résultat n'est pas super fort, mais bon, il y a cette Selick, il y a l'intégration des boucles, en particulier avec le BIS et l'anesthésie intraveineuse, avec les équipes en particulier de Foch par exemple. Il y a également l'importance ou pas, faut-il faire de l'anxiolyse préopératoire chez les patients avec l'équipe de Marseille, publiée en 2015. Et puis il y a les équipes clermontoises, très présentes également en termes de publication, par exemple, avec l'importance de diminuer le volume courant dans la chirurgie abdominale, majeure par exemple, sur l'incidence des complications post-opératoires, en particulier respiratoires. Et puis, comme on l'a vu hier matin, l'importance d'individualiser la prise en charge de la pression artérielle, en particulier moyenne, chez les patients, pour diminuer le risque périopératoire, en particulier en termes de chirurgie majeure. Donc, en gros, j'ai envie de dire, heureusement que les anesthésistes réanimateurs étaient au bloc opératoire, ça a permis de faire progresser tout ça. Mais maintenant, la question est, est-ce qu'on est capable de faire bouger cette salle d'intervention qui est 1950 ? Ils avaient une vue sur l'extérieur qui était plutôt sympa. Vous remarquez un petit peu la tenue de bloc opératoire, très pratique. Les charlottes, comme jamais on en fait. J'en profite pour dire que ceux qui adhèrent au SNJAR, ils ont droit à la charlotte gratuite. Et voilà, et vous appréciez, j'espère, la ventilation en circuit fermé qui apparaissait. Donc ça, c'est ultra chic. Par contre, c'est les contentions type pédiatrique. Vous voyez que les jambes sont bien contentionnées pour être sûr que le patient ne bouge pas. Donc voilà, la question, c'est est-ce qu'on est capable, nous, ce que nos anciens ont fait, c'est-à-dire faire changer cette salle d'intervention aux salles d'intervention actuelles. Et donc, ils sont ici les salles hybrides, comme on dit, avec l'IRM présent, avec tous les appareils d'imagerie périopératoire, nos appareils de monitorage, etc. C'est est-ce que ce que nos anciens, entre guillemets, s'ils m'entendaient, je pense que je finirais crucifié, c'est est-ce que nous, on va être capable de faire bouger le bloc opératoire comme eux l'ont fait bouger, ou est-ce qu'on reste sur nos acquis? Est-ce qu'on se repose sur nos lauriers? Parce que est-ce qu'on va être capable de descendre de 1 sur 200 000 à événements anesthésiques liés à l'anesthésie grave? Est-ce qu'on va être capable de descendre plus bas? Tout le monde dit qu'on ne va pas être capable. Donc est-ce que réellement, il faut encore essayer de se battre pour descendre ce fameux chiffre de 1 sur 200 000 ou 1 sur 400 000 à 1 sur 2 millions ou 1 sur 4 millions? Est-ce qu'il faut vraiment se battre? J'ai envie de dire que non. Il ne faut pas se battre là-dessus et que le challenge, il est ailleurs. Il est ailleurs et je vais vous présenter 3 arguments qui me font dire que l'anesthésiste réanimateur ne doit pas rester au bloc opératoire. Il y a premièrement la démographie du personnel médical et en particulier du personnel anesthésique réanimateur. Deuxièmement, il y a les innovations et les techniques qui touchent notre spécialité. Et troisièmement, il y a l'activité qu'on peut prévoir dans le futur nous concernant. Alors, concernant la démographie du personnel médical, et en particulier donc du personnel d'anesthésie et réanimation, on a toujours dit qu'il y a une crise démographique majeure, la crise démographique majeure d'anesthésie que vous rencontrez souvent dans vos services, il n'y a pas suffisamment d'anesthésie, etc., qui est liée au temps de travail, qui est liée à la quantité d'intervention. Mais on voit ici que depuis que les promotions arrivent, et c'est des promotions de 470 qui arrivent actuellement, de 470 internes, les projections, si on reste comme ça sur 10 ans, et il n'y a pas de raison que ça descende a priori, on va avoir plus 16% d'anesthésistes réanimateurs sur le marché en 2030, donc dans 15 ans. Dans 15 ans, quand les 10 promotions seront sorties d'internat, il y aura plus 16% d'anesthésistes réanimateurs. Donc en gros, l'âge d'or, il est maintenant, et après, ça sera plus compliqué. D'autant que le nombre d'actes réalisés par médecins est en train de croître également. Dire ça, c'est grâce à la qualité de la formation, c'est grâce aux qualités du monitoring, c'est grâce à l'organisation, c'est grâce à la gestion des risques. Grâce à tout ça, le nombre d'actes réalisés par un médecin, alors c'est des données un peu anciennes, parce que vous voyez que ça s'arrête en 2010, et c'était que chez les libéraux, toutes spécialités confondues, le nombre d'actes, il a doublé en moins de 10 ans, par médecin. Et ça a doublé avec le nombre d'actes. Et donc, un médecin, actuellement, grâce à tout ceci, est capable de faire plus d'actes. Donc, on a une augmentation de la population, on a une augmentation de la capacité de cette population à faire des actes, et, troisième élément, on est quand même aidé par une population qui est un peu l'infirmière de pratique avancée. Il ne faut pas l'oublier qu'on est quand même accompagné au bloc opératoire par des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Alors, c'est une population qu'on peut considérer comme assez jeune. Quoi qu'il en soit, elle a fait quand même 2 ans d'études supplémentaires.
Et si on regarde le nombre d'IAD sur le marché, on est passé en 10 ans, donc en 15 ans, pardon, de 6 000 IAD à 11 000 IAD. Donc on est arrivé quasiment au nombre d'anesthésistes réanimateurs qui existent sur le marché. Il y a 10 300 anesthésistes réanimateurs sur le marché actuellement, il y en aura 12 000 dans 15 ans, et là, chez eux, les IAD, il y en a à peu près 10 300 également. Donc il y a un anesthésiste pour un IAD. Et il faut savoir s'appuyer sur cette population. D'autant que c'est une population, quand on l'interroge, donc là, le syndicat national des infirmiers anesthésistes a réalisé une étude. Il dit, bon, alors on va en faire une enquête de satisfaction sur la qualité ou sur le travail des IAD. Il y a quand même quasiment 2000 réponses, donc ce n'est pas négligeable, c'est 20% de leur population. Et lorsqu'on leur pose la question, alors c'est à l'intérieur, c'est un peu sournois, mais lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous avez envie de faire de l'ALR? Des gestes techniques comme ça, c'est super simple, je ne vois pas, on intube. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'ALR? Il y en a les 2/3 qui disent, ah, moi j'adorerais faire d'ALR. Et je pense que vous tous, vous avez croisé des IAD qui vous disent, ah, je ne peux pas m'apprendre l'ALR, ça a l'air assez marrant. Deuxième chose, c'est les abords vasculaires, les abords veineux centraux. Les IAD, lorsqu'on leur demande, est-ce que vous voulez poser des cathés veineux centraux, il y en a 70% qui répondent, oui, moi j'aurais bien envie d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est déjà mis en place dans un certain nombre d'hôpitaux universitaires ou non universitaires, dans certaines cliniques, c'est les IAD, ce sont les IAD qui posent des cathés veineux centraux. Et en ceci, elles sont protégées par un décret. C'est un décret de 2017 qui modifie l'exercice des IAD et qui considère qu'un IAD peut être autonome si tant est qu'il est supervisé, premièrement par un anesthésiste qui est disponible dans la minute, et deuxièmement que le protocole d'anesthésie ait été décidé avec l'anesthésiste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin que l'anesthésiste soit en salle avec l'IAD pour réaliser un geste. Donc ce décret change quand même un petit peu les mentalités. Après, il y a deux questions qui sont majeures et à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. C'est la responsabilité, qui sont des vraies questions. Est-ce qu'un IAD prendra la responsabilité si une ALR ne fonctionne pas ou si y a une complication, par exemple, neurologique de l'ALR? Et voilà, la deuxième question, c'est est-ce que nous, on s'adaptera à ce type d'exercice? Je précise que sur les gestes techniques, il n'y a pas besoin, en réalité, d'une grande expérience pour pouvoir faire des gestes techniques. Un interne premier semestre est capable d'intuber avec en fibroscopie. À partir de 30 gestes, il est capable d'intuber de la même manière qu'un praticien hospitalier expérimenté. On peut faire la même chose sur la rachianesthésie en termes de gestes techniques. La rachianesthésie, il en faut également à peu près une quarantaine ou une cinquantaine avant de pouvoir dire qu'on est compétent en rachianesthésie. Et le meilleur exemple, c'est l'intubation. Fut un temps, l'intubation était réalisée uniquement par les anesthésistes réanimateurs. Puis on s'est rendu compte qu'après 60 intubations, on était capable tous de faire pareil. Donc les IAD, maintenant, c'est elles qui intubent quasiment. Sauf lorsqu'on est en premier semestre, etc., qu'on a besoin d'apprendre l'intubation. Mais l'intubation est un geste qui a été, de fait, délégué aux IAD. Mais l'ALR, c'est la même chose. Le bloc axillaire, il faut une trentaine de blocs axillaires pour considérer qu'on a une capacité à réaliser de bons blocs axillaires. Et les voies veineuses centrales, c'est à peu près pareil. Donc on peut considérer, potentiellement, sur des gestes techniques, que l'IAD peut être une aide majeure de l'anesthésie, si tant est qu'elle est formée. Parce que ça, c'est un élément clé également. C'est que pour l'instant, ils ne sont pas formés. Donc il n'est pas question de laisser des actes pour lesquels les gens ne sont pas formés. Mais retenez que les IAD est une population qui est présente, qui coûte moins cher. D'accord, ça, c'est quand même important, en particulier en termes de santé publique. Un IAD, en gros, c'est 30 000 € brut annuels, un peu moins de 3 000 € par mois, enfin en gros 2 500 € par mois net. Un anesthésiste, je rappelle que les salaires sont différents. Et voilà. Et je ne ferai pas les différences publiques-privées qui existent. Néanmoins, retenez que c'est un argument qui peut peser. Et donc, il faut savoir s'ouvrir. Et à mon sens, c'est un argument pour dire que les anesthésistes réanimateurs doivent s'ouvrir à aller ailleurs que dans le bloc opératoire. Donc, je vous ai dit les questions de monnaie. Donc, j'espère vous avoir convaincu que du fait du personnel, à la fois en termes de démographie et en termes d'aide, on doit pouvoir sortir du bloc opératoire. Il n'est pas question de rester au bloc opératoire. On n'arrivera pas à descendre la mortalité. Et donc, ouvrons-nous à d'autres champs. Alors, l'innovation. En quoi l'innovation va-t-elle nous aider potentiellement à sortir du bloc opératoire? Alors là, je vous présente un truc qui ne sert absolument à rien. C'est le robot intubation, ça a l'air génial. Ça a cassé quelques dents. Mais l'idéal, ça serait quand même de chez nous de pouvoir intuber, ce serait top. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. J'aimerais savoir ici, dans cette salle, combien il y a de personnes avant qu'on en arrive là, qui ont encore des dossiers papier à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont des dossiers papier? Voilà, donc je pense qu'on a un peu de retard. Je vais donc passer cette partie innovation un peu plus vite pour passer... Non, je vais rester sur l'innovation, mais retenez que du coup, c'est peut-être un peu de perspective sympa à espérer d'ici une centaine d'années, mais je pense que notre spécialité va être capable d'innover.
Et je vous présente ici 2 articles récents, octobre 2018 et septembre 2018. Un anesthésio, un BJA. Anesthésio, eh bien, il considère, alors c'est peut-être un petit peu surréaliste, mais il considère qu'à partir de l'étude de 100 ondes de pression artérielle, ils sont capables, a posteriori, chez certains patients, de prédire l'hypotension qui va arriver juste à partir de cette onde de pression artérielle 15 minutes après, avec une sensibilité, une spécificité de 88%, donc c'est génial, et quasiment rien qui fait aussi bien. Donc, et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une fois qu'on sera sorti de nos dossiers papier, nous permettra de prédire et donc d'anticiper. Et en anticipant, on est capable de mieux gérer son temps et donc potentiellement de pouvoir sortir des anesthésistes réanimateurs du bloc opératoire pour se consacrer à d'autres activités. Et deuxième chose, et ça m'inquiète un tout petit peu plus, qu'on vous bassine avec la pharmacologie. Apprenez la pharmacologie, comprenez tous les médicaments que vous faites. Lorsqu'on fait un peu de deep learning sur, par exemple, le BIS et sa relation avec les boucles, eh bien, le deep learning est capable de mieux prédire le BIS que, globalement, la pharmacologie le permettrait. Donc, je retiens que le deep learning est capable, et c'est la conclusion de l'article qui est un peu tonique, qui est de dire, avec le deep learning, on fait mieux que la pharmacologie. Voilà. Je laisse ça à votre interprétation. Essayez quand même de retenir un petit peu la pharmacologie, c'est toujours intéressant sur un plan intellectuel. Troisième élément, c'est il faut du temps. Il faut du temps parce que le temps va permettre, si on libère du temps médical, ça va permettre à la spécialité de se développer. Se développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la recherche. Et ça, c'est par exemple juste en regardant la recherche en anesthésie, purement anesthésie. La recherche, elle explose et c'est exponentiel au cours des dernières années. Or, sans temps, on ne peut pas faire de recherche, et sans recherche, on ne peut pas faire avancer la spécialité. Donc j'espère que le fait de libérer du temps, et il faut savoir le ménager, nous permettra de développer notre spécialité. C'est d'ailleurs un élément assez important dans l'attractivité des spécialités en règle générale. Alors là, ce n'est pas un article génial, c'est un article qui est, bon, c'est en Arabie Saoudite, c'est celui qui est sorti en septembre 2018, bref, mais Arabie Saoudite, 220 internes. Pourquoi avez-vous choisi votre spécialité? 2 critères qui sortent de manière très importante, c'est le fait que votre spécialité soit innovante, et cette spécialité, la nôtre, ne sera pas innovante si on n'est pas capable de se libérer du temps pour la rendre innovante. Et le 4e élément qui est également à prendre en compte pour l'attractivité de la spécialité, c'est la capacité à faire de la recherche. Et je pense que vous en êtes tous conscients ici, certainement, c'est que vous avez choisi aussi la spécialité d'anesthésie réanimation parce que ça vous permettait non seulement de gagner votre vie, de gérer des patients, mais aussi de faire de la recherche et d'innover. Et ça, c'est intéressant dans une spécialité. Et pour le faire, il faut savoir se libérer du temps. Donc, l'innovation, la technique va permettre de nous libérer du temps et doit nous permettre de libérer du temps pour rendre notre spécialité innovante et attractive. Et d'ailleurs, c'est quand même rentré aux États-Unis, puisque c'est quand même une réflexion qu'ils ont aux États-Unis qui est probablement un peu plus précoce que la nôtre, comme souvent. Leur idée, c'est de dire qu'il faut développer le soin périopératoire avec ce qu'ils appellent les PSH, les périsurgical home, les maisons périopératoires, parce qu'ils considèrent que sur la mortalité de l'anesthésie en elle-même, ils ne vont plus rien faire. Et que globalement, tout l'intérêt de l'anesthésiste réanimateur va se faire sur le périopératoire. Sur le préopératoire, parce qu'on sait que de préhabiliter les patients, ça va améliorer leur survie et leur mortalité, et leur morbidité, pardon, et qu'en post-opératoire, eh bien, on a déjà une mortalité en post-opératoire à 30 jours, tout patient confondu à 6%, ce qui n'est pas négligeable, mais surtout, 20 à 30% des patients en post-opératoire vont faire des complications. Et ça, je pense qu'on en avait tous conscience, j'ai beaucoup de respect pour les chirurgiens, mais un truc qui est sûr, c'est que les chirurgiens, ils ne savent pas trop gérer. Et que sur le plan médical, il est nécessaire qu'on soit présent, et que ça, probablement, c'est ça, il faut pouvoir réinvestir les services, peut-être d'une autre manière que l'ont fait nos aînés, mais il faut réinvestir les services pour essayer d'anticiper ces problèmes-là. Et enfin, juste sur un problème de coût, on sait que de faire du préopératoire, que ce soit un anesthésiste qui gère vraiment le préopératoire, on sait qu'un chirurgien qui gère le préopératoire va faire 50% d'examens complémentaires en trop, et qu'un anesthésiste va en faire 50% en moins. Et que du coup, pour la société, ça coûte moins cher. Bref, le préopératoire, le post-opératoire, sur 30 jours, c'est quand même hyper important en termes de morbidité pour le patient de pouvoir s'y intéresser. Et l'anesthésiste doit être, dans ce contexte-là, un élément clé qui est capable de manager l'ensemble d'une équipe. Et on doit pouvoir, nous, notre génération, pouvoir prendre ce rôle-là. Ça sera bénéfique à la fois pour notre spécialité, mais également pour les patients. Et c'est la raison pour laquelle il y a un décret qui a modifié le titre de notre spécialité, et ça c'était en février 2018,
on ne s'appelle plus anesthésiologie et réanimation, on s'appelle anesthésiologie et réanimation et médecine périopératoire. Alors on peut dire que c'est que de la fumée aux yeux. Je pense que c'est réellement hyper important en termes d'avenir pour notre spécialité, d'avenir en termes de pratique, d'avenir tout court. Donc il est essentiel de retenir qu'on a également les médecins du périopératoire, quitte à ce qu'on revoie les modalités avec lesquelles c'est fait. J'espère vous avoir convaincu que ces 3 éléments, le personnel, la démographie, les innovations et les techniques et notre activité sont des éléments clés qui vont dessiner l'avenir de notre spécialité. Donc l'anesthésiste réanimateur de demain, pour moi, c'est tout sauf un technicien. Il ne doit pas être technicien. On doit savoir le faire. C'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on est interne, s'investir dans le service, s'investir dans le bloc opératoire, s'investir sur la feuille d'anesthésie. Il faut pouvoir être bon en technique. Mais après, la technique, il faut pouvoir la laisser. La technique, une fois que vous l'avez acquise, c'est terminé. Vous la connaissez, vous serez appelé en recours, et ce n'est plus à vous de la faire, entre guillemets. Mobilisez vos neurones, votre matière grise, mobilisons nos neurones, nos matières grises, pour gérer d'autres choses, pour être des team managers, pour gérer le périopératoire, et aussi pour développer la recherche et l'innovation dans notre spécialité, et s'ouvrir à d'autres horizons. Parce que sinon, on va rester des techniciens de bloc opératoire, et ça, je pense que c'est interdit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur Verdonck? Il va falloir la passer là-bas. Attention. Hop là. C'est 1 000 € le micro, c'est pas très grave. C'est très très loin derrière. Génial. Voilà, merci. J'avais juste une question, ou peut-être pour ouvrir un peu le débat. Moi, personnellement, j'avais choisi la spécialité parce que justement, je suis quand même intéressé par les actes techniques aussi, par l'intubation, par toutes les choses qu'on fait au bloc opératoire. Et je trouvais ça justement intéressant d'avoir une spécialité avec certainement une partie intellectuelle où il faut réfléchir, et puis aussi cette activité technique. Et ça m'embêterait un peu de la laisser vraiment de côté et de la céder à 100% aux autres acteurs. Alors, j'entends, parce que moi aussi j'ai fait l'anesthésie réanimation parce que j'adorais les actes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, je pense qu'il faut juste penser en termes de perspective. Je ne dis pas qu'en règle générale, et d'ailleurs, on a tous plaisir à réintuber, je pense, quand vous êtes au bloc opératoire, même si vous le faites une fois par semaine, ou de prendre la main et de le faire, ça fait quand même toujours plaisir. Maintenant, je pense qu'il faut penser en termes de perspective. C'est-à-dire que si on reste sur une vision très, très technique, c'est-à-dire on doit s'investir, l'ALR, on doit s'investir à 100%, il n'y a que nous qui devons faire l'ALR, il n'y a que nous qui devons faire les rachinesthésies, il n'y a que nous qui devons poser les cathéters centraux, il n'y a que nous qui devons faire tous ces gestes techniques-là. Il est à peu près sûr qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la démographie, les IAT qui vont pousser, qui sont moins chers, quand même, toutes ces notions-là, je pense qu'il ne faut pas les oublier et dire qu'on a besoin. Enfin, on n'a pas fait 15 ans d'études juste pour faire des bacs. J'adore les bacs, je fais que ça toute la journée, j'adore. Néanmoins, je pense qu'on n'est pas fait que pour ça. En effet, c'est notre rôle, c'est notre génération-là, ici présente, qui est celle qui va remplacer la vague des générations de 55 ans et plus. Donc on a une énorme vague. C'est à nous de dessiner l'exercice de demain, mais que si on reste sur des rôles ultra techniques qui ont été développés par nos aînés, vraiment c'est eux qui les ont développés. Mais si on reste sur ces gestes techniques, je pense que la spécialité va en gros s'amoindrir, voire disparaître, parce qu'à un moment on va dire un IAD aidé avec un petit peu d'intelligence artificielle va être aussi bon qu'un médecin. Et donc il faut pouvoir ouvrir la spécialité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'encore une fois, les seules fois où vous êtes appelé, c'est quand ça merde. Les seules fois où vous êtes appelé, c'est quand l'intubation elle est difficile, c'est quand le patient il est ingérable, c'est quand la tension elle est ingérable, etc. Donc il faut savoir le faire, il faut pouvoir reprendre la main, et en plus c'est ça qui est sympa, excitant, c'est de pouvoir faire les choses difficiles. Même poser une voie veineuse périphérique, c'est quand même marrant quand c'est nous qui la faisons, parce que 4 IAT sont passés dessus, 2 internes, 4 infirmières, c'est quand même sympa. C'est ce truc-là qui est sympa. Et parce qu'on dit, tiens, on va faire un peu d'échographie, même pour une voie veineuse périphérique, c'est un peu un excès de moyens, mais c'est génial. C'est ça qui est marrant dans la spécialité. Et qu'il faut garder ce côté sympa, technique, parce qu'en effet, c'est ça qui attire les jeunes, mais il faut aussi pouvoir ouvrir la spécialité et éviter de s'enfermer, parce que c'est super simple, on est dans un espèce de confort. C'est génial, le confort de rester sur des actes techniques, très techniques, c'est très confortable. Mais si on ne s'ouvre pas, on est amené à se restreindre. Et puis un jour, on dira, puis la réanimation, c'est plus pour vous. Faites plutôt du bloc opératoire. Non, on est là pour s'ouvrir, et je pense qu'il faut donner des perspectives à nos spécialités et pas rester sur des acquis.
Or, pour l'instant, tous ces gestes techniques sont des acquis. Voilà. Alors, il reste une question, parce que ça, je ne l'évoque pas, parce que c'est super simple, je suis à l'hôpital, je suis payé tranquillement par l'assistance publique, ça se passe très bien. Mais il y a quand même la question du coût, parce que c'est toujours la même chose, c'est la question de la valorisation. Donc là, je pense que s'il y a des libéraux dans la salle, il y en a un ou deux qui m'exécutent à la sortie. Parce que pour l'instant, la valorisation, elle n'est faite qu'à l'acte. Et donc, il y a quand même un problème de rémunération des anesthésistes si on dit que l'anesthésiste réanimateur n'a plus la main mise sur les actes. C'est qu'il y a un problème de rémunération qui doit être discuté, mais après, on peut considérer qu'il y a quelques politiques en cours des réformes, en particulier concernant la santé, puis concernant la valorisation des actes, ou les modalités de rémunération qui sont en train d'évoluer. Je pense que ça va jouer également, ça doit jouer dans la réflexion. Salut Franck. Moi, il y a un truc qui m'amuse dans cette présentation, c'est qu'en fait, on présente la médecine périopératoire comme une perspective, notre avenir. Moi, je le trouve assez drôle, cette façon de voir, parce qu'il y a quand même nos aînés, j'en ai connu, qui faisaient de la médecine périopératoire avant de devoir déserter ce poste parce qu'ils étaient en sous-effectif et que du coup, ça devenait ingérable de faire les deux, à moins de sortir à minuit de l'hôpital tous les jours. Et en fait, pour moi, c'est juste faire ce pourquoi on a été formé. En théorie, quand même, on est responsable du préopératoire, du péropératoire, mais aussi du post-opératoire. Alors, je ne sais pas si c'est une loi ou une recommandation, mais c'est jusqu'à 48 heures post-opératoire, normalement, qu'on est responsable de nos malades. Et en fait, c'est juste un poste qu'il faut réinvestir, mais qui a toujours été sous notre... Oui, je suis 1000 fois d'accord avec toi, dans le sens où on a l'impression de réinventer l'eau chaude. Oui, exactement. Alors, je pense qu'il faut... Je suis d'accord avec toi. Simplement, pour l'instant, c'était sorti un peu des mœurs, dans les faits. C'est-à-dire que c'est sorti des mœurs, il n'y a plus personne dans les services. Et la question, c'est est-ce qu'on veut réellement un exercice qui soit uniquement dans le service, à faire le tour des malades? Je ne pense pas que ça soit... Je pense qu'il faut réinventer cette médecine périopératoire, en particulier post-opératoire, en intégrant plutôt une version managériale ou de leader de soins, et pas uniquement je passe et je regarde si chaque patient a bien une température qui est normale et puis une hémoglobine qui est normale. Je pense qu'il faut réinventer, et c'est là où on va être aidé par les technologies, c'est là où on va être aidé par les idées qui peuvent venir des jeunes médecins, et ça va modifier cette vision périopératoire un petit peu, parfois, qui a été un petit peu... moi j'ai commencé à l'internat, c'était pareil, mais c'était pas super sexy d'aller faire le périopératoire, hein. C'était pas super sexy. Je pense qu'on a des manières de rendre le périopératoire qui sont un peu plus sexy et intéressants, en intégrant une autre manière de gérer. Moi, je me souviens, j'ai eu un seul stage où c'était bien organisé en termes de médecine périopératoire, où en fait la visite se faisait avec le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmières, et c'était un vrai tour de lit où on se posait sur les pathologies, où on réfléchissait sur de l'infectieux, et c'était en pédiatrie. Et je trouvais ça d'ailleurs dommage que chez les adultes ce soit pas plus développé. Mais je pense qu'en effet, ce serait peut-être pas aussi rébarbatif avec la visite pouche-chariot, mais un truc dans ce style-là. Oui, de réinventer. On dit toujours que la pédiatrie a 10 ans de retard sur l'adulte. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle. Il y a 1, 2 et 3 questions devant, et puis après on clôturera la séance. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aurais 2 questions. La première c'est les chirurgiens abandonnent le post-op. Il y a des parts de marché à prendre. Est-ce que vous êtes sûr que ce seront les anesthésistes réanimateurs qui vont récupérer le périopératoire? Je pense notamment au post-op. Puisque moi je vois dans mon service, l'hôpital est en train d'engager des gériatres, des médecins généralistes pour s'occuper spécifiquement de cela. Voilà. Et la seconde question, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les anesthésistes réanimateurs ont choisi cette spécialité pour pousser un chariot dans un couloir? Voilà. Alors sur la première question, il y a quand même une vraie problématique, c'est la problématique du financement. C'est que le périopératoire n'est pas financé ou très peu financé, donc les hôpitaux s'organisent comme ils peuvent pour prendre des praticiens qui sont là où ils sont disponibles ou qui sont disponibles. Donc les anesthésistes réanimateurs pourraient prendre cette part de marché si tant est qu'un jour ils sont suffisamment nombreux. Alors, je suis d'accord qu'en ce moment, ils se rendent compte, et d'ailleurs, ces preuves en est, c'est que les hôpitaux commencent à recruter sur le périopératoire parce qu'ils se rendent compte qu'il y a probablement un impact intéressant ou important pour les patients, et en termes également de santé publique. Donc, de réinvestir le périopératoire, je pense que ça sera possible le jour où on sera suffisamment nombreux. Il est évident que là, pour les raisons que j'ai présentées, actuellement, c'est trop compliqué. Mais dans 5 ans,
probablement que ça sera intéressant d'ouvrir les portes de notre spécialité. Après, est-ce que les gens, encore c'est toujours la même chose, est-ce que les gens choisissent l'anesthésie-réanimation? Pourquoi le choisissent-ils? Est-ce que c'est uniquement pour l'intubation? Est-ce que c'est pour la réanimation? Est-ce que c'est pour... Je pense que le choix de l'anesthésie-réanimation, en tout cas de ce qu'on ressent quand on fait des sondages, il est assez multiple, c'est le fait qu'on ait une spécialité qui est très ouverte. Une spécialité, à l'époque, les gens choisissaient parce qu'on pouvait faire du SAMU, de la douleur et du bloc opératoire. Maintenant, on choisit parce qu'on peut faire du bloc opératoire et de la réanimation. Mais c'est parce qu'on a cette capacité de toucher tous les organes, de tout voir, c'est le principe de la réanimation, et c'est ça qui est la richesse de notre spécialité. Le périopératoire, encore une fois, il faut le réinventer. Le fait qu'on pousse encore des chariots, je pense que ça ne devrait pas être possible. Ça, c'est une évidence. Mais le fait que vous soyez tous sous format papier, c'est aussi un problème. Mais le périopératoire peut se modifier une fois qu'on n'aura plus besoin de pousser des chariots, une fois qu'on ciblera les indications. Peut-être que le périopératoire, ce n'est pas tous les patients lambda de tout le service. Il n'y a pas besoin de faire les ASA1 qui sortent d'une appendicectomie, et c'est tenté qu'ils sont encore hospitalisés. Mais qu'il y a peut-être une niche à prendre. Alors, il y a les gériatres l'ont très bien fait, ils ont fait les UPOG, très bien, ils respectent un truc que les anesthésistes ont poussé. L'hospital et leur life, le fait de pouvoir optimiser les patients, en particulier les patients âgés en post-opératoire, ça a été défini par les anesthésistes et ça a prouvé son efficacité. Qu'est-ce qui a récupéré ça? Les gériatres. Très bien, mais ça a été poussé par les anesthésistes. Donc, on est capable de développer des idées, de développer des processus qui sont intéressants sur certains patients en tout cas, et que c'est peut-être, je ne dis pas qu'un anesthésiste doit refaire le tour de tout le service, mais je pense qu'il y a une place à prendre sur le périopératoire qui va devoir être prise. Actuellement, dire qu'il y a comme 20 à 30% de complications post-opératoires et qu'on est capable de mieux les anticiper ou de mieux les gérer, je pense que ce n'est pas inutile en termes de réflexion intellectuelle. Et que notre spécialité, elle bouge. Et que oui, vous avez choisi pour anesthésie-réanimation, mais il y a 20 ans, les internes auraient choisi pour le SAMU. Et là, on leur dit, les gars, il n'y a plus de SAMU, est-ce que vous auriez fait anesthésie-réanimation? C'est compliqué de le dire, je pense que notre spécialité, elle évolue. Il faut la faire évoluer et que c'est nous qui la faisons évoluer. Et si on ne la fait pas évoluer, je pense vraiment qu'elle va mourir. Deux dernières questions, Laurent. Oui, écoute, je suis un libéral, donc, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, il n'y a aucun souci. La dernière question était très pertinente. Il faut savoir que dans des pays où les anesthésistes n'ont pas la chance comme nous d'avoir le R, et un petit peu encore l'urgence, ils sont réellement pour l'instant, et je pense notamment aux États-Unis, c'est pour ça que je crois qu'il faut voir aussi d'autres expériences. Et aux États-Unis, ils sont cantonnés au bloc opératoire. Et quand ils sortent voir les patients, c'est juste pour s'assurer qu'ils n'ont pas eu mal à la perfusion et qu'ils n'ont pas les douleurs de gorge et c'est tout. Et je pense que peut-être tu aurais peut-être plus insister sur le périopératoire et l'évolution du périopératoire. On a fait évoluer le périopératoire avec tout ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Mais le périopératoire, il est en plein développement. Et je pense qu'entre tous les circuits, toutes les réflexions sur les circuits patients, entre l'ambulatoire et la RAC, c'est pour ça qu'on a abandonné les deux termes pour parler d'optimisation du parcours. Là, il y a un rôle fondamental des anesthésistes et c'est avant, pendant et après. Et c'est là où effectivement on a évolué et il faut qu'on fasse évoluer le périopératoire comme on a fait évoluer le péropératoire. Et c'est une vraie place, mais si, et là je te rejoins complètement, si on ne la prend pas, d'autres la feront. Je suis allé faire un topo en Suisse il n'y a pas longtemps sur la RAC, où il y avait, juste avant moi, un médecin interniste qui disait quelle est la place du médecin interniste en périopératoire. Et sa place, elle était très claire, elle est ce qu'on devrait nous faire. Et ça, c'est dans pas mal d'endroits. Donc je pense qu'en France, on a l'avantage d'avoir gardé le R et qui reste encore puissant donc sur la prise en charge des patients. Et il faut qu'à partir de ce R, on développe aussi tout ce qu'il y a autour et toute la médecine périopératoire qui est en train de se développer. Et c'est intéressant, c'est passionnant. Réfléchir sur un circuit patient ambulatoire, ramener une durée d'hospitalisation de 5 jours pour une arthroplastie de hanche, à la ramener à moins de 3 jours, voire l'ambulatoire, ça ne peut pas se faire sans nous, et ça, c'est vachement important. Et je pense que voilà, il faut insister là-dessus, parce que là, il y a une vraie démarche vraiment tout à fait intéressante et passionnante à développer. Oui, tout à fait. 1000 fois d'accord. C'est vraiment le principe des Américains qui est de faire cette maison périopératoire. J'ajoute qu'en termes de qualité, il y a un truc que les autres médecins n'ont pas. Quand on citait les généralistes n'ont pas. Ou les généralistes qui rentrent dans les services ne l'ont pas, c'est le préopératoire. C'est-à-dire qu'on a la vision du patient depuis le préopératoire jusqu'au post-opératoire, et que ça, personne ne l'a autre que nous. Et qu'on est capable d'anticiper avec le préopératoire, avec il y a eu l'érythropoïétine, le fer intraveineux, etc., le fait d'arrêter la fumée, l'optimisation cognitive, il faut faire du sport, etc., qui a un impact sur le post-opératoire. Personne n'est capable de le faire autre que nous. Et que justement, c'est pour ça qu'on a aussi tout notre rôle et que les autres spécialités ne le permettront pas, c'est qu'on a la vision du patient avant l'intervention jusqu'à après l'intervention. Et ça, personne d'autre n'a cette vision globale. C'est la raison pour laquelle on a un rôle majeur à jouer. Le périopératoire, ça ne peut pas être pousser un chariot, ça c'est clair. Ça ne l'est plus. Parfait. Merci Laurent, merci Franck pour cette présentation.